Bon, on va commencer gentiment, les autres nous rejoindront en cours de route. De toute façon, au début, ça va commencer. Je vais de nouveau partager mon écran comme d'habitude. Enfin, avant tout, je reste un peu en visio avec vous. Donc, ouais, quelques rappels, hein. La séance est enregistrée comme d'habitude, comme ça tout le monde peut la revoir plus tard. En tout cas, celles de novembre, octobre, novembre, décembre sont gratuites et voilà, tout le monde a la possibilité d'aller les voir. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu peuvent aller voir sur regenerative.ch la première séance qui a eu lieu, au cas où. Juste les petites règles de rappel, c'est bien d'éteindre votre micro pendant la présentation, mais n'hésitez pas à le rallumer pour intervenir, et puis tout ça. Et après, de toute façon, il y aura un moment de discussion. Et là, aussi, si jamais pendant des discussions, volontiers, si vous pouvez activer votre caméra, comme ça on vous voit, et on peut mettre des visages sur des noms. La prochaine réunion, ça sera le 9 décembre. Voilà pour les petites infos de démarrage. Je vais partager mon écran et puis, voilà, je crois que là c'est bon. Vous devez sûrement voir mon écran. Si c'est pas le cas, c'est bon, Ariana, merci. Moi je vais mettre, donc on a dit les rappels, c'est bon, on y a passé. L'enregistrement, je vous ai averti que l'enregistrement de la séance était, comme ça, si jamais, si vos interventions seront probablement aussi enregistrées, possible, ça dépend, si on met aussi la partie questions en ligne, mais manifestez-vous si vous voulez pas. Et puis, 2026, l'accès enregistrement sera limité seulement aux abonnés à partir de l'année prochaine. Ça change pas. Le programme du soir. Donc, il y aura une petite présentation, 30, voire même 45 minutes, parce que là, on commence à rentrer dans la technique, et dans les piliers de l'agriculture, régénérative. Donc, ça durera un petit peu plus longtemps que la dernière fois. Ensuite, il y aura une place aux questions et à l'échange, et aussi sous une proposition d'Ariana que je trouve super intéressante. C'était un petit sondage. Puis là, au début, on se disait on le fait par le chat, et puis finalement, j'ai fait un petit truc où on pourra tous, ceux qui veulent, se connecter avec leur téléphone et puis répondre en direct. Ça peut être sympa, sur le petit sondage qu'on fera pour donner un peu une ligne directrice à ces rencontres pour 2026. Ça nous aidera bien. Donc, ayez votre téléphone pas trop loin si vous voulez participer à ça. Sinon, vous le passerez vous le mettrez sur le chat. Donc, je rappelle que les rencontres sont imaginées comme un forum. Donc, intervenez après la présentation. N'hésitez pas. Vous êtes là on est là pour ça, pour répondre aux questions aussi. Bien. Suite. Donc, nous étions agriculture régénérative. On avait eu vraiment les généralités la dernière fois, puis cette fois, je vous propose qu'on s'intéresse de ces trois points-là, c'est-à-dire les racines vivantes dans les sols, la couverture des sols, la biodiversité dans et sur le sol. Et puis, la séance de décembre sera plus sur l'intégration des animaux, le travail du sol et la gestion adaptée au site. Donc, voilà un peu le programme. C'est un programme assez chargé, mais ça va se passer nickel. Donc, les racines vivantes et la couverture. Première chose, rappel, c'est clair, toute l'énergie qui rentre dans le sol et tout ce qui constitue l'énergie sur Terre, elle vient de la photosynthèse. Même tout ce qu'on mange, si on mange des animaux, de la viande, eux-mêmes ont mangé des plantes qui ont fait de la photosynthèse, etc., etc. Toute la vie du sol est liée à la photosynthèse. Donc, si on veut de la vie, il faut de l'énergie. Et si on veut de l'énergie, il faut de la photosynthèse. Il n'y a pas de miracle. Et ça, c'est les plantes et quelques bactéries aussi qui sont capables de faire ça. Donc, bien sûr, les exudats racinaires, ça, c'est clair, par la photosynthèse, la plante, elle injecte dans le sol toutes sortes de molécules, des enzymes, des phénols, des vitamines, etc., pour nourrir la biologie du sol et pour aussi travailler, par exemple, avec les champignons, avec les mycorhizes, pour que le champignon aille chercher lui-même ce que la plante a besoin. Et jusqu'à 40 à 60% du carbone assimilé par les feuilles sont apportés au sol sous forme d'exudats. Donc, on peut partir du principe aussi souvent que même si la plante est petite,
qu'on se dit qu'il y a peu de rendement, si elle est bien nutrie, c'est peut-être parce qu'elle est dans un sol qui est difficile et puis du coup, une grande partie de ces exudats vont pour l'amélioration du sol et non pour sa croissance. Donc même un engrais vert, petit peut être très, très bon pour l'amélioration du sol, en cas de sol fortement dégradé, même s'il fait pas beaucoup de biomasse. Donc ça permet bien sûr à garder du CO2, ça c'est sûr et puis, c'est un excellent précurseur d'humus parce que les exudats racinaires, comme je l'ai dit, vont, nourrir pas mal de champignons qui, eux, vont laisser pas mal de matière organique de très bonne qualité dans le sol. Dans le cercle du sol, alors ici j'ai un peu schématisé le sol avec 3 piliers. Un pilier physique, un pilier biologie, un pilier chimie. J'aime bien leur donner un nom, ben, par exemple, le physique, c'est le gîte, c'est la maison. Et vous avez le côté biologie, c'est tout ce qui est des travailleurs et des locataires de la maison. Et après, le couvert, la chimie, c'est ce qu'il y a à manger pour qu'ils puissent se développer dans ce milieu-là. Et si la maison est cassée chaque fois avec des machines de travail du sol, ben, ils ont de la peine à se développer. S'ils ont rien à manger, ben, ils ont de la peine à se développer. Et puis si, il nous faut les travailleurs du sol pour, construire la maison. Donc, tout est interdépendant. Puis la question de l'agriculteur pour moi, c'est comment est-ce qu'on va commencer à faire tourner ce cercle vertueux, pour que la batterie se charge, pour que l'énergie augmente dans le sol? Où est-ce qu'on peut intervenir? Et c'est pas toujours facile parce qu'on se dit: «Ah tiens, on a un sol tassé, on va intervenir sur le sol, sur la physique, donc on va le décompacter avec une machine», mais ça va avoir un effet négatif sur les travailleurs et ça va peut-être un effet négatif sur la chimie, par une oxydation, par la minéralisation. Donc finalement, ce qu'on a cherché à améliorer a eu des effets secondaires plus graves que, enfin, voilà, le but est pas atteint. Donc le truc, c'est trouver où intervenir avec le minimum d'effets secondaires, mais plutôt avec une vision vertueuse de ce cycle qui tourne. Ensuite, vous l'aurez compris, ben, le meilleur outil de régénération des sols, c'est les plantes. Parce que si je reviens ici, la plante, elle agit sur les trois, hein. Après, la question, c'est que la plante, s'il n'y a pas une bonne chimie, une bonne biologie, puis une bonne physique, elle va pas bien se développer. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a un sol dégradé, puis qu'on veut le régénérer par les plantes, mais que les plantes poussent mal? Donc, en fait, là, on est dans un cercle vicieux où moins les plantes se développent, plus le sol. Finalement, il n'y a que les plantes pionnières, comme les chardons, les rumex et les amarantes, chénopodes, qui vont bien vouloir s'implanter là et faire un travail sur le sol, mais pas nos engrais verts et pas nos plantes à cultiver. Donc vraiment, le truc, c'est les plantes, mais et comment faire pour qu'elles marchent bien, quoi. Et pour ça, on a deux leviers principaux pour que ces plantes travaillent bien le sol. C'est couvrir le plus longtemps possible avec des plantes vivantes. Vraiment, ça c'est, important, des engrais verts, des sous-semis, on le verra plus tard. Et puis garantir une bonne nutrition pour qu'elles développent leur potentiel. Parce que la nutrition pour moi, c'est un élément où on peut intervenir si on le fait au plus juste, on va dire, parce qu'on n'a encore pas la science qui nous c'est un monde très complexe, la nutrition des plantes et du coup, le but c'est d'avoir vraiment, essayer de nourrir au mieux ces plantes pour qu'elles puissent développer leur potentiel et venir améliorer ce sol. Avec des impacts, très précis et avec peu d'effets secondaires, on va dire. Donc la nutrition, on y reviendra, à la suite. Donc là, je reviens sur une présentation que j'ai fait le mois passé, où on vous rappelait que les activités rétrogradent le sol et puis la nature pousse les cycles naturels poussent vers la régénération, donc il faut suivre les indications, on pourrait dire, de la nature, observer ce qui se passe lorsqu'un sol se régénère. Donc, c'est intéressant de repartir sur ce principe-là. Et je vous rappelle ce ratio champignons-bactéries. On cherche plus de champignons dans les sols. C'est les architectes du sol, les champignons, on pourrait dire. Et là, donc, ce qu'il faut observer, c'est le cycle des saisons, par exemple. C'est une observation qu'on peut faire.
On voit très bien qu'au printemps, les arbres commencent à mettre des feuilles, font de la photosynthèse. En été, ils sont bien couverts dans toute la période de chaleur. Et quand on vient vers l'automne, fin de l'automne, comme maintenant, eh ben, les feuilles sont par terre. Et il fait plus de photosynthèse pendant l'hiver. Alors bon, bien sûr, on cultive pas des arbres, on cultive pas en forêt, en tout cas pas l'agriculture générative, mais tout de même, c'est intéressant d'observer ça, que même dans le cycle, la forêt, en tout cas, elle arrive à capter de la biomasse, même sans aucune photosynthèse durant l'hiver. Mais ce que j'ai intéressant, que je trouve intéressant, puis qui est à relever ici, c'est que toute la biomasse, on va dire, de carbone, est déposée au sol à l'automne, comme maintenant. Et c'est là que les champignons vont commencer vraiment à faire leur job. Et puis ça, c'est justement intéressant à observer. Donc, si on prend l'activité microbienne d'un sol, au printemps, il y a des bactéries et des champignons. C'est le début de l'augmentation des bactéries parce que le sol se réchauffe. On va dire la fin de l'activité des champignons qui s'occupent de la décomposition parce qu'ils auront quasi tout mangé ce qui était en surface, tout digéré. En plein été, on a vraiment une forte proportion de bactéries. Elles sont là très utiles parce qu'elles minéralisent la matière organique, puis elles nourrissent les plantes qui sont en croissance. Et puis les champignons, bah, il y en a plus ou moins, on va dire, mais c'est pas les mêmes types de champignons. Vous voyez ici, j'ai mis les champignons type mycorhiziens, donc c'est des champignons qui sont liés aux racines, liés aux plantes pour aller chercher des nutriments. Donc ils sont là pas pour recycler de la matière organique, mais pour créer plus de croissance au niveau des plantes. C'est pas les mêmes types de champignons. Et un champignon de minéralisation, il aura de la peine à se développer en plein été parce que les bactéries sont beaucoup plus actives. Et puis en automne, on a encore pas mal de bactéries, mais c'est là aussi que les champignons, les mycorhizes, s'arrêtent parce que souvent la culture est récoltée. Et voilà, il y a un engrais vert qui est peut-être semé, mais il est peut-être pas assez développé pour qu'il soit déjà mycorhizé. Donc la fin des mycorhizes, c'est le début des champignons qui commencent à décomposer toute la matière organique et le champignon se nourrit de lignine et de cellulose. D'où l'importance, si on veut parler de ration du sol, dans la couverture, hein, on parle de couverture verte ou couverture du sol permanente, eh ben, à l'automne, ça serait bien d'avoir une ration du sol, comme on fait une ration pour les vaches, où il y a du carbone. Pas seulement de la matière verte, mais de la paille, du fumier de cheval, du côté carbone, ou alors, vous verrez plus loin, peut-être d'autres techniques pour amener ce côté ligneux, on va dire, à décomposer pour l'automne. Et puis l'hiver, là, bah, j'ai marqué, il y a peu de bactéries parce que dès qu'il fait froid, les bactéries sont quasiment arrêtées et les champignons peuvent travailler durant tout l'hiver pour décomposer cette lignine. À savoir que cette lignine, c'est vraiment, enfin, ces champignons-là sont vraiment excellents pour la structuration du sol, pour amener aussi de la matière organique qui va se lier à l'argile, donc des précurseurs d'humus. Donc, l'objectif en agriculture générative, c'est de se caler un peu sur cette courbe d'intensité lumineuse de l'été. Et puis, on voit par exemple une céréale qui, pour moi, on pourrait dire est un décalage. C'est un exemple concret. Une céréale, on pourrait presque la considérer comme une plante exotique, hein, parce que à la base, elle était cultivée plutôt dans la Syrie, Jordanie, Iran, etc. Et c'était pas du tout le même climat que chez nous, mais bon, l'histoire a fait que toute l'Europe en cultive maintenant. Mais d'un point de vue couverture du sol, ça prend énormément vite au printemps, mais en plein pic de l'été, eh ben, c'est fini, il n'y a plus de photosynthèse. Et là, si on fait rien, on va énormément perdre parce qu'il y a déjà le sol nu qui va chauffer, minéraliser beaucoup, minéraliser qui veut dire libération d'éléments nutritifs, mais il n'y a plus rien qui pousse. Donc là, on peut avoir des grosses pertes et c'est là qu'on peut intervenir dans l'agriculture régénérative en tant que paysan avec différents types d'actions ou d'outils, on pourrait dire, entre sous-semis, engrais verts courts et tout. Mais le défi, c'est de mettre une plante qui fait qu'en fin d'automne, elle puisse restituer quand même suffisamment de carbone, pas juste du sucre. Donc si vous mettez un engrais vert qui commence à faire sa biomasse en septembre,
Eh bien, à l'entrée d'hiver, ça sera plus du sucre que du carbone. Et là, la ration pour les champignons ne sera pas optimale. Donc, c'est un peu le défi, soit par un sous-semis. C'est pour ça que dans les sous-semis, je vous donne un exemple, hein, en agriculture régénérative, on inclut aussi des graminées, des, des, des raies gras, mais c'est des raies gras qui sont spécifiquement conçus pour le sous-semis à faible développement, mais ils ont un très gros tissu racinaire. Et puis, ça produit de la biomasse racinaire à décomposer pour les champignons, par exemple. Donc, imaginez aussi dans ce cas-là des cultures de soja, de maïs, de tournesol. Si celles-ci, elles sont beaucoup plus calées, on va dire, sur la courbe lumineuse, et ça, c'est plus facile. Mais même, par exemple, un maïs ou un soja, ben, on voit qu'il va commencer à faire sa photosynthèse quand même relativement tard. Du coup, la couverture hivernale d'une céréale légumineuse type seigle-veste, par exemple, ou seigle-févrole, pourrait absorber toute une intensité lumineuse du début du printemps, comme le fait la céréale, puis après interrompre euh, cette biomasse pour implanter le maïs et le soja. Et là, on a vraiment un gain de matière organique parce qu'après, le maïs et le soja sont totalement calés sur l'intensité lumineuse de l'été et restituent des pailles, surtout le maïs grain, des pailles à décomposer pour les champignons. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu plus facile qu'avec des céréales de respecter ce cycle de nutrition des plantes, enfin de nutrition du sol, on va dire, et puis d'intensité lumineuse. Là, c'est un petit exemple à la ferme. Ici, on est dans un sous-semis sous céréales, simplement semé à la volée avec une herséterie. Là, vous voyez que j'ai récolté la paille. C'est juste une parcelle où je récolte la paille pour les chevaux. Donc, pour donner un exemple, j'ai pu récolter la paille sans trop de problème. Le sous-semis est resté assez bas. Et puis après, comme j'avais exporté la paille de cette parcelle, ben, j'y ai mis le fumier de cheval. Donc, comme ça restait un cycle fermé. Et puis, ce fumier de cheval qui est assez pailleux est venu sur le trèfle. Et j'ai broyé le trèfle avec le fumier de cheval avant d'implanter un métail pour l'automne, là. Euh, donc, ça s'est très bien décomposé. Il y avait un bon ratio carbone et azote parce que le trèfle et le jaune sous-semis amenaient de l'azote et puis la paille du fumier amenait du carbone. Donc, ouais, c'est bien sorti. Sinon, on a ici un exemple de sous-semis d'un tournesol. Alors même que le tournesol a une durée de photosynthèse plus longue qu'un blé, est beaucoup plus adapté. Malgré tout, là, ça c'est le 19 septembre, donc ça fait, je pense, déjà 2, 3 semaines qu'il fait plus de photosynthèse. Il était arrivé gentiment à maturité, et puis on voit que dessous, là, il y a tout de suite eu un relais. Et ça, c'est le 13 octobre, avant le semis d'une céréale. Donc ici, on voit une couverture et une biomasse, on voit les vestiges des tiges de tournesol, mais je trouve que ça a aussi avec euh, améliorer aussi un petit peu la portance du sol lors du battage, parce que les machines sont lourdes. Puis quand on a un tissu racinaire comme ça, c'est quand même mieux qu'un sol nu. Et puis ça a occupé le sol, ça a fait de la photosynthèse, ça a nourri la biomasse. J'ai vu sous ce trèfle une énorme activité de activité des vers de terre notamment. Et là, un autre essai que j'ai fait chez moi, comme idée, exemple, où là, j'essaie de créer une biomasse, alors riche en carbone, on peut pas dire qu'elle est riche en carbone, elle est encore un peu jeune. C'était après un blé févrole. Et du coup, ici, je l'ai pas laissée, je l'ai détruite pour qu'elle puisse se décomposer pendant l'hiver. Et puis là, j'ai semé en direct un seigle veste pour un maïs qui va suivre. Donc, en fait, on aura très peu de biomasse pendant l'hiver, mais la couverture du sol sera assurée par ces pailles. Et puis, ces pailles, une fois qu'elles auront gelé, elles vont pouvoir être digérées aussi par les champignons. Il y a des tiges de tournesol, il y a de la févrole qui a repoussé, il y a toutes sortes de... Voilà, c'est un engrais vert d'été très diversifié. Ensuite, nutrition des plantes. Alors ça, c'est le deuxième volet. Donc, la nutrition des plantes, bien sûr, on le connaît, la plus grande masse, ça vient de la photosynthèse, donc de l'eau, de l'hydrogène et du carbone qui font le plus gros de la masse. Et puis après, dans le sol, elle absorbe aussi de l'eau, de l'oxygène du sol aussi.
Et, euh, et il lui faut aussi, bien sûr, azote, phosphore, potasse, soufre, magnésium, calcium et tous les oligo-éléments qui sont hyper importants. Donc, vous rappelez ça, ce cercle que j'ai montré avant, ce cercle vertueux. Et là, on va agir, on va dire, sur la chimie du sol aussi, parce que la nutrition passe par la chimie du sol. Par exemple, on peut mettre du soufre au sol, mais certains oligo-éléments sont appliqués en foliaire parce que la plante ne le trouve pas dans le sol, et puis c'est le moyen le plus efficace pour qu'elle l'ait tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit rappel, la pyramide de Kempf. Ici, John Kempf, c'est un Américain qui a décrit un peu la pyramide de nutrition, c'est-à-dire que on a une base de la pyramide qui est faite de photosynthèse complète et efficace. Et on voit ici ce qu'il lui faut. Donc azote, phosphore, potasse, magnésium, fer, manganèse, zinc. Et après, une fois que la photosynthèse est complète, elle peut métaboliser des protéines. Et puis pour des protéines, on voit qu'en plus, il lui faut du soufre, du bore, du molybdène et du calcium. Et une fois qu'elle a fait suffisamment de protéines, elle peut synthétiser des lipides, des matières grasses. Et là, il lui faut du phosphore, du manganèse et du cuivre. Et puis pour terminer, elle peut synthétiser des métabolites secondaires. Et là, elle a aussi besoin de manganèse, zinc notamment. Tout ça, c'est des oligoéléments qui sont des, on pourrait dire ils sont essentiels au métabolisme de la plante. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que, en fait, les apports qu'on fait d'azote, hein, quand on est focalisé rendement, ça ne veut pas dire qu'ils vont beaucoup plus loin que cette phase-là, hein. On peut avoir du rendement euh, sans aller jusqu'à la pointe. C'est pas, il n'y a pas de corrélation entre la pointe de la pyramide de Jomken fait le rendement. Donc ici, les carences en oligo empêchent d'arriver à son potentiel d'immunité et aussi limitent la diversité des exudats racinaires parce qu'elle n'a pas ce qu'il lui faut pour injecter dans le sol ce qu'elle doit par les exudats. Donc s'il lui manque des oligos, ben, les exudats racinaires seront appauvris et du coup il y aura moins cet effet amélioration du sol. Et aussi par rapport à sa santé, donc la potentiel d'immunité. Mieux elle est nutrie, plus si elle arrive au sommet de sa pyramide là, nutritive, elle aura beaucoup moins de soucis de parasites, de champignons, etc. Ensuite, voilà, justement, je disais l'immunité de la plante. Donc, je trouve très intéressant, encore une fois, c'est de l'observation de la nature, hein, tout simplement. Il n'y a rien de très, très compliqué. La trophobiose, ça c'était, comment il s'appelle je sais plus, un chercheur de l'INRA, je crois, dans les années 70, qui a trouvé ça. Où il a mis, pour la petite histoire, il a mis une plante derrière une vitre, derrière deux vitres, puis une était un filtre des infrarouges et l'autre n'avait pas de filtre infrarouge. Et ils ont vu que les insectes venaient plutôt du côté où il n'y avait pas de filtre infrarouge. Donc, par la qualité de ses sels minéraux et sucres, enfin son carbone qu'elle avait, comment elle était constituée, influençait sur son rayonnement infrarouge et les insectes, et attirait les insectes. Donc en fait, une plante riche en sels minéraux et en sucre, elle est considérée comme non adaptée. Si elle a fait que la base de la pyramide de Kempf, eh bien c'est qu'elle est considérée comme non adaptée au milieu parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle avait besoin. Imaginez une plante cultivée qu'on met dans un sol qui est un peu dégradé, elle va pas faire sa pyramide, donc elle va être vulnérable. Par contre, je pense qu'il y en a un chardon qui pousse ou une amarante ou une chénopode, ceux-ci vont pouvoir faire leur pyramide parce que c'est un sol qui leur convient très bien. Elles sont là pour le régénérer. Donc, c'est pas les insectes qui vont attaquer ce genre de plante. Donc, en fait, comme elle est considérée inadaptée au milieu, la nourriture est appropriée pour les insectes, mais pas pour les invertébrés. Et c'est pour ça qu'elle est éliminée par les ravageurs. Et nous, on essaie de la protéger. C'est notre but en tant qu'agriculteur, mais peut-être qu'on devrait, moi je trouve en agriculture régénérative, plus agir sur le sol et non agir sur la protection.
Parce que si on agit sur la nutrition et le sol, on aura une plante qui sera riche en acides aminés complexes. Donc elle va faire sa pyramide de Kempf là jusqu'en haut, ou en tout cas au plus proche. Et puis là, elle sera adaptée au milieu, en tout cas considérée comme adaptée au milieu, parce qu'elle aura trouvé tout ce qu'il lui faut dans le sol pour développer son potentiel. Et elle sera indigeste par les ravageurs, parce qu'un insecte qui s'attaque à une plante riche en acides aminés complexes, il chope la diarrhée. Donc voilà, il vient pas, c'est tout. Donc plus elle est adaptée au milieu, plus elle va être protégée, on va dire, au niveau des ravageurs. Et puis en plus, comme elle est indigeste pour les ravageurs, elle est aussi appropriée pour la nourriture des vertébrés. C'est ce que s'appelle la sélection naturelle, tout simplement. Voilà. Ensuite, le côté biodiversité. Alors là, c'est un autre point. Donc la biodiversité, je répète, dans et sur le sol, c'est deux choses bien différentes. Donc la biodiversité sur le sol, ben, on le voit très bien. Je vous l'ai dit avant pour les engrais verts, par exemple, hein, on cherche des engrais verts très diversifiés, surtout pour les engrais verts d'été. Les engrais verts d'hiver, on a un petit peu moins de choix. Mais les engrais verts d'été, on peut aller jusqu'à 13, 14, même plus espèces. Et on voit très bien ici qu'on a déjà une multitude de racines, donc chacune a son type de pore, on va dire, racinaire, où il va plus travailler en profondeur, plus en surface. Donc ça, au niveau mécanique, déjà, la diversité est bien plus grande et bien plus efficace qu'un engrais vert ou d'une culture pure, simplement, qui a qu'un type de racine. Et aussi, la pompe à éléments nutritifs, ça, moi, je trouve ça super aussi si on a ça fait une bonne idée de l'utilité des engrais verts, diversifiés. C'est que si on a des plantes, par exemple, un engrais vert, une moutarde ou un sarrasin ou une facélie pure, et ben, voilà, elles vont pomper certains éléments nutritifs, mais un seul. Plus on est diversifié, plus l'engrais vert va pomper différents éléments nutritifs. Puis une fois que l'engrais vert va se décomposer, ben, libérer ces éléments. Donc, ça permet d'aller les chercher en profondeur, à les remonter plutôt que les amener avec des engrais. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette biodiversité. Au niveau, de la biodiversité, on va dire bactéries, alors là, c'est plutôt, par exemple, c'est un exemple, hein, de recyclage d'engrais verts, donc on appelle ça le compostage de surface, où on vient, broyer, les plantes, de l'engrais vert. Ça, c'est plus au printemps, avant un maïs ou soja. Quand on a un seigle-vesse ou févrole ou et cetera qui a poussé pendant l'hiver, on vient le décomposer avec une fraise, un broyeur, une fraise, en tout cas chez moi c'est comme ça que je le fais, pour libérer l'objectif c'est libérer le sucre qui est dans la rendre accessible le sucre qui est dans les tiges. Donc on fait ça avant la floraison, hein, bien entendu. Après la floraison, ça devient un petit peu trop ligneux, un peu plus difficile à décomposer. Il faut qu'il y ait assez de sucre pour que ça marche. Et après, une fois qu'on a bien, mis libéré l'accès au sucre par le broyage, on amène des des ferments lactiques que j'expliquerai juste après, pour, laisser cette décomposition se faire durant 15 jours, 3 semaines. Je pense plutôt 3 semaines, le printemps, pour ensuite pouvoir semer dans cette couche de mulch qui se sera bien décomposée. Donc pour revenir, ben, déjà le compostage surface, pour moi, c'est un outil qui va remplacer la vache quand on n'en a pas. Parce que si on fait pâturer, après, bon, bien sûr, il y a toujours le tassement, il y a des risques, c'est un été humide. Les pâtures peuvent causer du dégât, mais ça fait rien. Quand on a du bétail et qu'on peut pâturer, ben, on s'évite cette phase de décomposition, puisque c'est le rumen de la vache qui le fait ça beaucoup plus intensément, et c'est très bien. Mais si on a une couverture verte et puis qu'on veut l'intégrer au sol parce qu'on n'a pas de bétail, puis parce qu'on n'a pas le temps de pâturer 10 hectares en quelques semaines, eh ben, on fait du compostage de surface. Donc on voit que mettre une matière verte pleine de sucre dans le sol, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui se passe naturellement dans la nature. Soit les éléments qui tombent au sol sont ligneux, c'est de la paille, du foin qui arrive à maturité et puis qui tombe au sol, mais pas de la verdure, comme un engrais vert broyé. Donc c'est pour ça que il faut faire attention avec le genre de fermentation ou j'allais dire de putréfaction qui se passe dans le sol. Parce que dans le sol, il y a des bactéries qui vont plus pour la fermentation, plutôt aérobie ou aérobie facultative, comme les bactéries lactiques.
Et puis il y a des, entre guillemets, «mauvaises bactéries» qui s'occupent plus de la putréfaction, qui sont souvent des bactéries anaérobies strictes. Et et au printemps, quand le sol est froid, en principe, c'est souvent les anaérobies qui sont le plus aptes à se développer dans un sol un peu plus froid. Et du coup, si on leur donne du sucre, elles vont se développer très vite. Et s'il y a de la putréfaction, bah, ça va faire des matières organiques, qui vont pas se lier à l'argile, mais des matières organiques, fossiles, et puis aussi, des développements de gaz, notamment du méthane, et le recyclage, on va dire, des éléments nutritifs. Et on a énormément de perte d'énergie dans ce cycle-là, alors que dans un cycle de fermentation, on a beaucoup moins de perte d'énergie, et là, on a un cycle qui est beaucoup plus, vertueux. Heu et puis, du coup, attention quand on met un engrais vert, et c'est là qu'on utilise justement des, excusez-moi, c'est en allemand parce que j'ai pas eu le temps de le traduire, c'est issu des cours à Friedrich Wenz, mais je trouvais que c'était très bien expliqué. Heu, je vais juste, attendez, bougez pas. Youps. Donc ici, on a, différentes phases, hein. On a la phase de décomposition, heu, processus bactérien. Donc typiquement, hein, comme j'ai dit, on met le sucre, puis là, on utilise des EM, des ferments lactiques, et puis, j'y reviendrai après, et puis ces ferments lactiques, ils vont vraiment attaquer ce sucre, ils vont se développer très fort en présence de sucre, et puis ils vont produire de l'acide lactique. Puis une fois que cet acide lactique, elles ont tout mangé le sucre, ben, les bactéries, elles vont mourir parce qu'elles n'auront plus à manger, et là, c'est là que vient, les levures, notamment, et les actinomycètes, et cetera, et ensuite, ça va créer des conditions favorables à à la colonisation des champignons, de tout ce qui est fongique, et c'est là qu'on arrive, on a un temps assez court à avoir un lit de semence qui a un ratio champignons-bactéries bien plus favorable que si on n'avait pas passé par les EM et cette décomposition d'engrais verts, et du coup, on a beaucoup moins de levée de dormance de plantes pionnières. Mais si cette phase-là se passe mal, hein, là, on voit qu'il y a des attentions, hein, par exemple par du compactage du sol ou par, travailler le sol trop froid, hein, enfouir de la matière organique, verte, à au avec un sol trop humide, et ben, là, on a vraiment, une phase de putréfaction et une forte levée de dormance des graines pionnières, et qui vient nous embêter dans la culture suivante, et en plus, on va perdre l'énergie de l'engrais vert qu'on a tout essayé de capter pour nourrir la culture suivante, comme on dit, engrais vert, quoi. Donc, ensuite, autre chose, thé de compost. Alors ici, le thé de compost, donc, c'est aussi de la biodiversité pour moi parce qu'on n'est pas là pour, le thé de compost, c'est quelque chose de très, très diversifié. On prend de l'excellent compost, on va le on va le brasser avec de l'oxygène, y mettre des nutriments dedans et traiter les plantes en foliaire pour, heu, pour vitaliser ces plantes. C'est-à-dire qu'on va entrer, enfin les bactéries qu'on va mettre vont en partie entrer en symbiose dans la plante, elles vont rentrer dans la plante, entrer en symbiose, et puis elles vont avoir un effet sur, une stimulation de la plante avec des enzymes, et cetera, qui vont avoir un effet sur les exudats racinaires et qui vont avoir un effet sur le sol. Donc autant ça peut paraître étonnant ce type de compost, mais c'est pas quelque chose qui va augmenter le rendement, c'est quelque chose qui va augmenter la régénération du sol. Donc, voilà, c'est simplement, par la plante qu'on améliore le sol, comme vous rappelez le côté du cercle vertueux où on agit en foliaire avec des très petites doses, ça coûte peu cher, et finalement on a un effet, alors c'est pas magique, hein, je dis bien, mais c'est un effet, quand même sur la structure, et on peut voir des fois des images où le tissu racinaire est bien plus, dense avec le thé de compost ou sans thé de compost. On voit peut-être il y a un effet sur les mycorhizes aussi, allez savoir. Donc voilà, tout ça, ça concernait, la partie, des trois thèmes que je vous ai dit là, et puis, ben, voilà, moi je vous propose de passer aux questions. Je vais couper
mon partage, comme ça je vous vois de nouveau. Je le remettrai après pour le sondage. Voilà, voilà, rebonjour à tous. Donc, hésitez pas à utiliser le chat, hein, vous réagissez, vous prenez la parole. Je vous laisse un petit quelques minutes. Merci pour votre écoute déjà. Ah, bonjour Alex. Bonsoir à tous. Alors, on vient d'arriver aux questions là. Euh, Ah oui, les champignons, Antoine, ouais, les champignons qui travaillent par n'importe quelle température en hiver. Alors, non que ça gèle pas, mais ils supportent, je pense, ouais, d'après ce que j'ai pu lire. Ils vont s'arrêter si ça gèle en surface. Ça dépend à quelle profondeur ça gèle. Mais tant que ça gèle pas, ils peuvent travailler, ouais. Ouais, ouais. Euh, Plus que les bactéries, on va dire. Les bactéries, dès qu'il fait froid, elles font quasi plus rien, quoi. C'est comme, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conserve des choses au frais, au frigo. Parce que les bactéries, peuvent pas grand-chose. Moi, j'ai une question pour l'apport de matière organique du coup en automne. Ce serait en prévision de l'hiver, mais ça voudrait dire quand même relativement tôt pour pouvoir réussir quand même à l'incorporer un minimum et ressemer un couvert dessus pour l'hiver. Ouais, c'est une bonne question. Bah, je dirais, hmm, le mieux pour moi, c'est de le mettre dans un engrais vert. Parce que l'incorporer, alors c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il y a des règles aussi à respecter, mais l'incorporer, comment dire, veut dire qu'on doit travailler le sol, donc ça veut dire qu'il faut le faire assez tôt, c'est vrai, et puis il faut avoir tout de suite semé derrière pour pouvoir avoir des plantes qui captent l'azote de cet apport qu'on a fait. Après, Mhm. l'idéalement, c'est de le mettre sur un engrais vert, puis la pluie qui, même si ça ruisselle un peu, il y a des plantes qui sont vivantes qui est là et bien en place pour absorber l'azote qui coule. Et puis s'il est en surface, ça c'est très bien pour les champignons parce qu'ils travaillent en surface. Ouais, moi je pense que euh, après comment dire, le fumier, par exemple aussi de bovins, euh, s'ils ont consommé beaucoup de fourrage grossier. Le rumen du bovin a beaucoup de bactéries dans son rumen, des protozoaires, etc., mais pas de champignons, hein. Il n'y a pas de champignons dans le rumen, donc il digère pas. Il digère la cellulose assez bien, mais pas la lignine. Du coup, le fumier reste quand même riche en azote, certes, mais aussi riche en lignine, puisque la vache peut pas le décomposer. Donc ça peut aussi être un apport intéressant, hein, mais il faut qu'il y ait une culture en place pour capter l'azote qui est libéré par le fumier, quoi. Ok, ouais. Ouais, nous, on a, Ou on a... du, ou du compost qui est assez bien, qui est issu de matière ligneuse Mhm, mhm. en décomposition. Ça peut aussi être, à mon avis, super pour les champignons. Ouais, ok. On a un compost, on a du fumier de cheval beaucoup. Souvent frais aussi, donc c'était toujours un peu la problématique de l'incorporer avant des légumes. Mais du coup, ça me donne une bonne piste. Là, j'ai pas mal de surface qu'on vient de finir de vider, donc voilà, on est tard, donc j'ai gentiment fait une croix sur le fait de ressemer encore une céréale. Mais du coup, je vais peut-être plutôt l'épandre dans des couverts déjà en place que j'ai semé au mois de juillet. Ah, ça serait bien, ouais. Ok. Ouais, parce que tu auras une bonne activité des champignons avec ce fumier de cheval. S'il est... Ouais, ouais, bien sûr. Après, ce fumier, c'est toujours la même chose. Tout dépend de la dose, quoi. Si tu en mets trop, peut-être tu en auras trop au printemps pour travailler, hein. Si Oui, t'as une non, trop c'est vrai. grosse couche, tout d'un coup, tu auras du mal Euh, voilà, ça mhm. dépend, ouais, les tonnes hectares. Mais là, bon, dans le maraîchage, tu ne parles pas vraiment en tonnes hectares, mais faut pas que ça fasse trop un matelas, quoi. Ouais, ouais, non, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Merci. Merci à toi. Puis merci du partage, voilà, de vos expériences. Alors, il y a Gilles. Attends, merci pour les questions. Alors, avant une culture d'automne, comment est-ce qu'on gère la destruction du couvert? Oui, alors, c'est vrai que le couvert, soit on met un couvert très rapide. C'est vrai que c'est court, hein.
moi, je vois, j'ai des terres lourdes, je peux pas semer trop tard non plus mes céréales, surtout avec un travail superficiel. Donc, gérer le couvert, bah, ça veut dire que s'il y a une orge, alors là, j'arrive à faire un joli couvert, mais un blé, je dirais qu'on peut semer au mois d'août. Des fois, le couvert est vraiment peu développé pour une deuxième culture d'automne. Sinon, c'est un sous-semis dans un tournesol, ou voilà, alors là, plutôt vers fin septembre, ben, je scalpe à la fraise pour vraiment couper en surface, tout près du collet, pour pas que ça fasse trop de mottes qui redémarrent en fait. Parce que des fois, si on travaille le sol un peu plus profond, ça fait des mottes avec le trèfle ou avec la graminée, et puis elles sont peut-être retournées, et dans le sol, on croit que c'est bon, mais quelques semaines après, elles redémarrent et puis elles nous posent problème. Tandis qu'avec la fraise ou un outil de scalpage à dents, par exemple un trèfleur ou je ne sais quoi, bah, je trouve qu'on arrive assez bien à détruire sans trop attendre, on va dire, qu'il y ait toute une période de sec pour que ces plantes soient mortes. Mais ça implique aussi de semer. Ça donne un petit peu de technique pour le semis parce que s'il y a beaucoup de matière organique en surface, avec la fraise, ben, on a peu de matière, on a peu de terre, on va dire. Et puis les disques du semoir ont tendance à enrouler un peu dessus. Donc là, avec un semoir à dents ou un semoir de semi direct, c'est beaucoup plus facile. Voilà, si j'ai pu répondre à ta question. Après, il y a Ferme du Château. Le superbe sous-semis que tu avais réalisé dans le tournesol avait été semé simultanément à la culture. Alors, non, ça c'est dernier sarclage. Donc, le tournesol, il avait ouais, 4 feuilles. 4 feuilles, j'ai semé à la volée, sarclé. Et puis voilà, bon, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'on a eu une météo quand même super cette année pour faire les sous-semis. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Il y a eu de la pluie au bon moment. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais super bien réussi le compostage de surface, comme je l'ai expliqué. Puis on avait une structure de sol comme du jardin, très fin. Et puis là, le fait de mettre des petites graines là-dedans, elles sont super bien sorties. Alors que des fois, quand on a une surface, un lit de semences plus moitu, plus lourd, parce qu'on a travaillé un peu plus intensif ou on n'a pas bien réussi ce compostage de surface, ça m'est aussi arrivé, hein, eh ben, le sous-semis est plus difficile à mettre en place parce que les conditions de sol en surface sont plus difficiles. Merci, Bruno. Comment nourrir les champignons dans l'herbage? Ah ouais, ouais, c'est sûr, dans les herbages. Bon, de toute façon, dans les herbages, au moment où il y a une certaine masse de culture, d'herbes en surface, il faut imaginer que dessous, il y a bien plus en racines. Mais au moment où on pâture ou on fauche, ben, il y a plus assez de photosynthèse pour maintenir vivant toutes ces racines. Et il y a une bonne partie des racines de l'herbage qui meurent jusqu'à ce qu'elle en recrée des nouveaux parce que l'herbe pousse de nouveau. Donc tout ça, c'est de la nourriture à champignons. Les racines, elles ont un C sur N qui est très bon pour les champignons. Mais les conditions idéales, je dirais, pour ça, pour que les champignons se développent, ben, il faut faire attention de ce qu'on met comme lisier ou fumier, qu'il soit pas trop maître et puis pas trop, on va dire, qui, pas du lisier qui sent mauvais, voilà ce que j'ai envie de dire. Essayer de l'avoir préparé, oxygéné. Ça, on en reviendra à la prochaine séance au mois de décembre. Et puis, euh, et puis éviter ben voilà, les tassements, ce genre de choses qui vont freiner le développement des champignons parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Puis les champignons, ils ont absolument besoin d'oxygène, ça c'est sûr. Ouais. Mais, et puis après, ben oui, l'épandage, pourquoi pas de fumier à l'automne sur les prairies, comme ils font en montagne. Ça va, Christine, j'ai pu répondre à la question. Nickel, tip top. Gilles, les sous-semis étant 1000 mètres d'altitude, je trouve risqué de semer du trèfle blanc au mois d'octobre, en même temps que le blé, car par exemple, il faut semer au printemps. Ouais, c'est vrai que j'ai encore très peu fait du sous-semis dans le blé en même temps que le semis de blé à l'automne. J'ai toujours fait au printemps jusqu'à présent, mais j'aimerais bien aussi essayer à l'automne, dans les parcelles où je récolte pas la paille, parce que je pense qu'il va monter un peu plus et puis ça risque de poser problème pour les récoltes de paille. Mais avec du sous-semis, j'ai envie de dire fait pour, pas un mélange Regra graminé 330. Parce que alors là, ça va, le Regra Westerwald ou du trèfle incarnat, il va monter fort, quoi. Même certains trèfles blancs.
Donc, le mélange sous-semis, typiquement qu'on trouve chez Sativa, Green Carbon Fix, c'est des variétés spécifiques pour ça, donc ouais. Mais c'est vrai qu'au printemps, c'est moins risqué. Et puis, sèmes-tu l'entier alors ça, c'est Bruno Graff, sèmes-tu l'entier des cultures au géobuzz sans exagérer le nombre de passages ou utilises-tu d'autres types d'outils? Rabot, fraise. Alors moi, j'ai pas de géobulb, j'ai une fraise rotative, une biofraise. Et puis oui, j'essaye d'éviter toujours de travailler à la fraise. La fraise, elle est super pour scalper. Que je fais du compostage de surface, par exemple, je scalpe à la fraise. Et après, je laisse 15 jours, 3 semaines, comme j'ai expliqué, décomposer. Mais après, ça sert à rien de repasser une fraise dedans. Donc moi, je suis plutôt à passer un léger cultivateur à pattes droite juste pour brasser le dessus, puis détruire les pousses qui ont redémarré, les éventuelles repousses, on va dire, de l'engrais vert, ou d'autres adventices, mais pas repasser la fraise. C'est déjà pas mal une fois. Et puis sinon, typiquement après soja, pour donner un exemple, en général, c'est assez propre, il y a pas trop de graminées, on a sarclé, voilà. Du coup, je travaille à la Dina Drive. Donc, un coup de Dina Drive, ça fait du déchômage, voilà, un déchômage avec des dents une fois qu'ils vont droit, pas toujours à l'horizontale. Et puis ce moradon est fini, quoi. Donc, que j'ai semé le grain après soja, on voyait encore les chaumes du soja dedans. Donc, tout n'avait pas été détruit et coupé, mais c'était pas nécessaire. Donc oui, j'alterne les outils. Alors, Christine, apporter du compost en automne. Oui, c'est vrai que c'est du compost bien mûr qui est prêt à nourrir les plantes. Faut pas l'amener trop tard parce que faut que l'engrais vert puisse l'absorber, à mon avis. Ça serait mon idée. Sinon, un compost bien mûr, ça serait plutôt au printemps pour nourrir les cultures qui vont pousser. Donc, du compost plutôt ligneux. euh, voilà, c'est ce que je dirais. Je sais pas si c'est ce que tu pensais avec la question. Ok, merci beaucoup, super. Et puis, Antoine, idéalement, tu ferais tour à sous-semis dans quelle culture? Ben, pour moi, c'est dans toutes les cultures, sauf le soja, parce que pour le moment, ouais, le soja doit se récolter très bas, du coup, ouais, il y a des possibilités, mais ouais, on va pas gagner grand-chose, parce que de toute façon, le soja, il tourne assez vite, tout d'un coup, il a les feuilles qui tombent, on le récolte, et puis on sème de l'engrais ou une céréale derrière. Donc là, dans le soja, non, mais maïs, tournesol, céréales sûres, les céréales, et puis si le sous-semis est loupé, ben, c'est du semis direct tout de suite après moisson pour implanter un couvert. Mais ouais, toutes les cultures, quoi. Après, j'ai pas de pommes de terre et de betterave, donc ça, je sais pas. Pommes de terre, je sais que ça se fait un petit peu, mais c'est compliqué. Betterave aussi compliqué, on fait beaucoup de désherbage. Et puis je vois pas forcément l'intérêt. Et puis tu parlais de raie gras qui restait petit, ça c'est des mélanges allemands, c'est juste, hein? Ouais, dans le mélange qu'il y a dans Green Carbon Fix, c'est des variétés de raie gras qui ont été sélectionnées pour les sous-semis et puis qui posent beaucoup moins de problèmes dans les cultures qu'un raie gras Westerwald ou un raie gras pour la production. Alors c'est pas des sous-semis qui sont conçus pour de la production de la pâture, par exemple. On peut les pâturer, mais ça n'a pas une grosse production de biomasse. Par contre, c'est une grosse production de racines et d'exudats racinaires. Voilà, c'est ça. Et, on va éviter un sous-semis pur trèfle, parce que du coup, c'est un type de résultat d'exudat racinaire, et puis surtout azoté, on va dire, après dans les restitutions, tandis que le raie gras, il amène d'autres qualités, et notamment aux mycorhizes aussi. D'où l'intérêt de mettre du raie gras dans les mélanges sous-semis. Pourquoi exportes-tu certaines pailles, tu broies pas à l'entier? Alors j'ai des chevaux, j'exporte les pailles parce qu'il y a des chevaux, puis du coup, la litière des chevaux, puis après le fumier de cheval retourne sur les parcelles. Donc, j'exporte pas de paille. Sinon, tout est broyé. Sur 10 hectares de paille, j'en ai 3 récoltés, puis 7 broyés. Donc, voilà. Et la culture de l'avoine alimentaire, tu n'as jamais observé d'effet allélopathique de la pousse des sous-semis? Alors, j'ai pas d'avoine alimentaire, je sais pas. Aucune idée. Alors, si quelqu'un a cette expérience-là, qu'il le dise. Moi, j'ai pas fait d'avoine alimentaire. J'ai fait de l'avoine lentille, mais j'ai pas mis de sous-semis dans ce genre de culture. En général, ça lève moins bien.
Ouais, Et l'avoine a une forte voilà. allélopathie, oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Voilà. Ok, super. Bah, super, merci beaucoup pour les interactions. Je vais faire un petit intermède. On va faire un petit intermède, comment dire, comme j'ai dit, sondage. On va tester ça pour rire. Alors, on va pouvoir prendre vos téléphones. Moi, je vais partager l'écran. Et puis, voilà. Est-ce que... Ariana, tu peux me dire si c'est bon, tu vois? Ouais, ok. Donc, si vous scannez le... Voilà, on voit le nombre de participants. Puis, une fois qu'il y aura assez de connexions, eh ben, on pourra démarrer. Et puis, on verra les réponses au direct. Je trouve ça sympa. Je trouve l'idée sympa à tester. Presque tous là. Ariana, Alex, vous êtes aussi en cours? Ouais, c'est bon. Vous participez aussi? Ah, Ariana, tu participes pas. Ah, donc tout le monde est là, je crois. 8. Ah, ben génial. Ça fonctionne. Alors, je lance le truc. Et là, vous voyez normalement sur votre écran de téléphone quel est votre principal centre d'activité. C'est plutôt grande culture, bétail ou maraîchage. Vous pouvez mettre deux hein, si vous voulez, mais maximum deux. Comme ça, on voit plutôt dans quel secteur vous êtes. Trois bétail, ouais. Plus que deux. Est-ce qu'il y en a encore des problèmes ou bien ça joue? Donc voilà, on voit plutôt bétail, un peu de grande culture, puis un maraîchage. Alors je suppose que c'est Samuel et Roxane, ouais, super. Bienvenue. Mais voilà. Et puis donc on passe à la question suivante. Ah, 5 bétail. Ok, 5 bétail, intéressant. On va passer à la question suivante. Et puis là, c'est quel thème souhaitez-vous approfondir en priorité? Ça va nous aider. Là, vous pouvez mettre jusqu'à trois réponses. Je vous conseille trois réponses. Comme ça va nous aider à voir dans quelle priorité on va amener les éléments. Et puis, ça peut être sympa de mieux organiser pour l'année prochaine. Donc, on a la biologie du sol, on a les analyses, le travail du sol, le compostage, la fissuration, les engrais verts et sous-semis, le thé de compost, les préparations, les qualités des engrais de ferme, puis la mécanisation. Ah, je vois que ça vient. Ah, c'est pas mal diversifié. Excellent. Donc, on voit bien là, un travail du sol superficiel, compostage de surface et préparation des engrais de ferme. Bien entendu, puisqu'on est avec des gens qui ont du bétail, mais c'est super. Ça, c'est tout à fait ce qu'on va faire. On va prendre en compte ça pour démarrer en 2026, du coup, travail du sol, compostage et préparation. Et après, on a la fissuration, les sous-semis. Ça viendra plus en saison. Et puis la biologie du sol, je vois que vous êtes déjà des pros du réseau trophique, à mon avis. C'est bon, il n'y a pas besoin de vous faire un cours. Et la dernière question, c'était pour le test aussi. Un sujet qui n'a pas été évoqué. Quelque chose qui est hors réponse, si vous voulez. Là, vous pouvez écrire, par contre, hein, si vous avez envie de dire juste quelque chose que j'ai pas dit, mais que vous aimeriez bien aborder. Ah, ok. Je crois que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de valider là, c'est possible. Bon, je verrai les réponses si jamais après. Euh, Et là, le dernier, alors, juste pour le test, quel a été votre sentiment sur ce sondage? Alors, est-ce que c'était trop technologique? Est-ce que c'était trop long? Que vous préférez les discussions en commun ou si c'était sympa? Ou c'est un outil pour mieux organiser les rencontres? Voilà. Là, je suis de retour. Mon écran n'est plus partagé. Et voilà, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? N'hésitez pas. Ouvrez votre micro, si jamais. Par Ouais. rapport au fumier et compost, euh, tu disais qu'on peut utiliser les deux, mais c'est quoi vraiment l'intérêt de composter le fumier? Ou bien est-ce que l'amener frais, enfin, ça amènerait aussi c'est pas mal, je sais que dans l'agriculture régénérative,
c'est pas forcément très utilisé le compost, ou bien je me trompe, hein? Ben, le compost, il a un super, c'est un super moyen d'amener un peu de matière organique au sol qui est digérée par les micro-organismes puis qui vont beaucoup aider la biologie. Ça nourrit la biologie et par la même occasion nourrir la plante. Moi, je pense que si on veut nourrir une culture plutôt que d'amener du nitrate d'ammoniac, on a bien méthode d'amener du compost d'un point de vue biologique du sol. Maintenant, la compostage en tas du fumier, ça, c'est un avis personnel, mais je me dis que toute la vie qu'il y a dans un compost, elle pourrait se passer dans le sol. Donc, je trouve un peu dommage d'externaliser ce processus pour amener déjà un produit tout prêt, qui est plus qu'à être minéralisé. On a externalisé du sol un processus de décomposition qui a besoin de champignons et que ces champignons sont les architectes du sol. Donc, ouais, après, c'est peut-être une question de quantité quand on a une grosse charge en bétail. Je connais des agriculteurs qui ont que des prairies et du bétail, qui ont du lisier complet, ben, finalement, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de séparer leur lisier, composter la partie solide, et puis là, ils ont des super résultats sur les sols parce qu'ils amènent un produit qui est top qualité. Alors que s'ils épondaient tout ce lisier complet, ben, il y a des résidus qui restent en surface, ça fait beaucoup de volume, et voilà, ça dépend du contexte, j'ai envie de dire, ouais, ouais. Ça va, est-ce que j'ai répondu à ta question ou tu Ouais. veux ajouter quelque chose? Non, c'est tout bon. Merci. Samuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question concernant ton couvert que tu as montré là, dans lequel tu as ressemé un deuxième couvert relais pour l'hiver. Ça, tu l'as semé quand? Je l'ai semé mi-octobre, Mi-octobre, ok. avant l'arrivée des pluies, là. Ouais, ouais, ok. Ouais, là, on pourrait dire que la céréale dedans, elle a quatre feuilles, et puis les févroles sont comme ça grandes. Mhm, mhm, mhm. Après, c'est un test, c'est la première fois que je fais ça depuis que je suis en agriculture régénérative. J'ai eu essayé avant, mais c'était pas du tout les mêmes conditions. Euh, L'objectif aussi, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était pas retravailler le sol. Et puis, mais par contre, et aussi l'autre problème, c'est que j'ai des parcelles qui sont très infestées de vulpins. Il faut être très prudent avec ça. Et du coup, que je travaille le sol l'automne, le vulpin, il adore ça. Alors, même qu'il vient du maïs après, puis que je peux détruire le vulpin avant, mais le problème, c'est que l'engrais vert que j'ai semé après le fraisage, il est envahi de vulpins et même certaines céréales, des fois, elles n'arrivent pas à pousser au printemps. C'est un terrain de faute, mais c'est un peu dommage. Et là, le fait de semer en direct a beaucoup moins généré de levée de bulbes, hein. Par contre, je dois dire que pour le moment, ça ressemble à rien. C'est le bordel. Ok. Mais il y a de la vie, il y a de la vie, et c'est ça qui est important. Et puis, du coup, le couvert que tu avais semé après la céréale, c'était le blé févrole, là. Euh, Tu l'as semé quand? Aussi, juste avant la pluie. Dommage, j'avais fait des photos, j'ai oublié de les mettre dans ma présentation, mais il a super bien levé, puis le trèfle le détruit nickel. Puis on l'a détruit pas 3 semaines avant, on l'a détruit 3 jours avant de semer. Mhm. On a broyé, on a fraisé et on a semé. Puis après, il y a eu une semaine de beau, et puis il a plu derrière. Ouais. Puis Mais là, il y a quelques petits trèfles qui démarrent, mais c'est des trèfles, comme je dis, c'est du sous-couvert. Puis dans un métail, là, j'ai fait un essai de métail triticale, févrole, pois. Je pense que le sous-semis, il n'y a aucune chance. Il va faire nuit là-dessous. mhm, mhm. Et puis, l'engrais vert que tu as semé après la moisson, c'est en été, Ouais, tu l'as semé en direct après dans le chaume. direct. Paillaché, et puis Smoradin, ben, le Smoradin, l'avantage, c'est que je peux descendre à 5-7 cm de profond pour aller chercher l'humidité, et puis ça fonctionne assez bien l'été. L'automne, faut pas trop descendre profond, mais l'été, j'ai remarqué qu'on pouvait y aller, ouais. Même des trèfles à 5 cm, ça passe. Puis dans la Mais paille parce que, hachée, il n'y a pas ça. ouais, je broie avant. Ok. Je peux mettre le broyeur à l'avant, le smore derrière. Parce que j'ai une batteuse. Après, si c'est une batteuse récente, ça peut passer, mais j'ai une vieille batteuse des années 80. Du coup, le broyeur, il est pas top, et puis du coup, ça fait un peu râteau avec le smore. Ouais, je suis obligé de broyer.
Ok. Et puis, est-ce que tu as déjà semé des céréales donc pour la production directement sous couvert? Non, parce que je le fais d'abord avec des engrais verts pour tester. Ben, pour les petites histoires, moi j'ai fait le stage chez Claude et Lydia Bourguignon il y a 15 ans, à Dijon, dans le laboratoire du LAMS. Et il disait, il prônait que ça, hein, semi-direct sous couvert, semi-direct sous couvert. Puis moi, je venais de commencer en bio, je suis rentré avec cette idée-là, j'ai dit, je vais faire du semi-direct sous couvert. Et je me suis pris des bouillons, quoi, ça n'a pas du tout été. Et du coup, ce que je n'ai pu observer, c'est qu'en fait, il faut déjà une structure de sol à la base qui marche bien, quoi. Et il y a une belle structure de sol, puis qu'on a un sol qui marche bien, on a moins de pression mauvaises herbes, comme je l'ai dit, de graminées, de vulpins et tout ça. Et puis là, on arrivera peut-être à gérer du sous-couvert. Mais j'ai l'impression qu'il faut accompagner petit à petit le sol au non-labour, au non-travail du sol, pour pouvoir utiliser ce genre de technique sans trop de risques. Parce que là, le risque, c'est qu'une fois, ça marche super, puis une fois, on se prend un bouillon, quoi. Ouais, j'en suis là, en tout cas, moi. Ouais. J'essaye quand même de prendre des risques mesurés. Ok, merci. Ouais. Ouais, super, merci. Je vois qu'il y a encore il y a à nouveau dans le chat, super. Alors, les milliers en tant que plante pionnière indiquent tel rapport déséquilibre du sol. Ou alors là, je viens de faire un cours avec, enfin, le cours des plantes bioindicatrices de Gérard Dussert. Malheureusement, c'était pas Gérard qui nous l'a donné parce qu'il a eu un problème de santé qui peut plus donner de cours, hein. Il a perdu l'usage de la parole. Mais il y avait une chargée de cours qui connaissait très bien, puis lui, j'ai pu le rencontrer. Bref, donc plante bioindicatrice, elle est plante bioindicatrice. Une plante ne peut pas nous dire ce qu'il y a le sol. En fait, il faudrait avoir 15 ou 20 adventices. Ça prend beaucoup de temps et puis bien connaître les plantes pour voir un peu quelles sortes d'adventices sont dans le sol pour pouvoir essayer de mettre des, des indications ou des points qui disent, ah ben voilà, ça ça correspond à toutes ces plantes et ça prend un peu de temps. Et c'est un travail quand même hyper intéressant, mais c'est assez conséquent et une plante ne veut rien dire en fait. Même si on voit un chardon, on ne sait pas si c'est du tassement, si c'est le phosphore, si c'est je ne sais quoi, puis finalement on va à l'aveugle, quoi. Voilà ce que je peux dire des plantes bioindicatrices. Et puis Gilles qui dit est-ce qu'on peut concilier pommes de terre et une agriculture régénérative? Oui, oui, alors pommes de terre, betterave. Alors, toujours la même chose, c'est comment est-ce qu'on peut. Moi, j'ai des collègues là, dans la betterave par exemple, qui arrivent à faire de la betterave plantée avec sans labour. Et ça se fait gentiment. Donc c'est un bon plus. Puis maintenant, la pomme de terre, ben oui. Ma foi, c'est comme ça, il y a un moment où on doit travailler plus profond, et puis, mais la pomme de terre, elle amène quelque chose au sol, je pense aussi. Et puis le but, c'est pas revenir trop souvent avec des pommes de terre sur les mêmes terrains, et puis d'avoir une bonne rotation, et puis mettre en place les autres pratiques régénératives qui vont avec. Et ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Il y en a beaucoup dans le groupe suisse allemande qui sont cultivateurs de pommes de terre. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le paillage, sur les sous-semis, sur plein de choses euh, liées aux pommes de terre, à la protection du sol. On pourra peut-être faire une fois une intervention pommes de terre, présentation pommes de terre. Merci. Donc, pour moi, j'ai été très heureux de présenter cette soirée régénérative. C'était un petit groupe super sympa. Merci beaucoup de vous être connectés, des questions, des échanges et tout, c'était top. Et puis, ben, je vous retrouverai le... Oh merde, 9 décembre, c'est ça? Ariana, tu peux juste me... J'ai un doute. Ouais, 9 décembre, même heure. Puis voilà. Et j'aurai d'autres nouvelles pour vous au mois de décembre. J'espère arriver avec un programme 2026 et quelques nouveautés à vous présenter d'actualité. Super, alors moi je reste juste connecté avec Alex et Ariana, mais je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao.